Les savanes et les jungles africaines sont le théâtre d'un effroyable massacre. Un pillage éhonté de la nature. C'est une guerre que nous sommes en train de perdre. Braconnage et trafic d'animaux n'avaient encore jamais atteint de telles proportions. Ivoire et cornes de rhinocéros sont devenus des placements de premier ordre. C'est le côté sombre de la mondialisation. Réseaux criminels et organisations terroristes s'appuient sur le trafic d'animaux sauvages pour financer leurs activités. Beaucoup de gens ont de gros avantages à investir dans l'extinction des espèces. Il faut absolument les empêcher de faire disparaître complètement ces animaux. Rukinga, une réserve naturelle située dans le sud du Kenya. C'est arrivé il y a 5 jours. Avant même de voir ce qui s'était passé, nous l'avons senti. 3 grands mâles, tués tous les 3 la même nuit. C'est du sang. Ils ont dû tirer de là-bas. Les braconniers sévissent trop souvent sur ce territoire. Ce sont des professionnels. Ils utilisent des armes très sophistiquées. Les gens d'ici n'en possèdent pas des comme ça. Ces types-là viennent d'ailleurs. Ils appartiennent à de puissants réseaux. Une fois leur boulot terminé, ils savent exactement où aller. Quelqu'un les attend quelque part, ils livrent l'ivoire et ils disparaissent. Au tout début du XXe siècle, il y avait environ 10 millions d'éléphants en Afrique. En 1989, il n'était plus que 600 000. Aujourd'hui, leur nombre est estimé à 470 000. On a affaire à une véritable hécatombe, la plus grande depuis la disparition des dinosaures. Le Kenya est en train de devenir le haut lieu du braconnage des éléphants. Les éléphants reflètent l'immense grandeur de la création. C'est une espèce magnifique. L'idée qu'on puisse les perdre est quelque chose que très peu de gens arrivent à concevoir. On s'imagine qu'ils seront toujours là, et on est à 1000 lieues d'imaginer que leur population est en train d'être décimée à vitesse grand V. 35 000 éléphants sont tués chaque année dans le monde pour leur ivoire, soit un toutes les 15 minutes. Cette tuerie a pris des dimensions industrielles. Début 2012, des milices Janjaweed armées jusqu'aux dents ont massacré 450 éléphants en l'espace de quelques semaines dans le parc national Bouba-Njida au Cameroun. Ils ont utilisé des armes automatiques et des grenades offensives. Si le braconnage continue à ce rythme, les éléphants auront disparu d'ici 10 à 15 ans. Le parc national Kruger est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Il abrite la plus importante population de rhinocéros du monde. Nous accompagnons des gardiens du parc et des experts légistes sur une scène de crime. Les rangers pensent que c'est l'œuvre de braconniers du Mozambique. La corne avant était ici et la corne arrière là. Ils ont taillé profond dans le crâne. Le rhinocéros a été tué par balle, mais il était probablement encore vivant lorsque les braconniers l'ont amputé de ses cornes. Ils ont également entaillé la peau du dos pour que les vautours puissent venir plus vite à bout de la carcasse et détruire ainsi toute preuve.
Le parc Kruger est immense, presque aussi grand que l'Auvergne. Il est donc difficile à surveiller. Les braconniers y tuent 1 à 2 rhinocéros par jour. C'est une crise d'une ampleur encore inégalée. Jusqu'en 2007, moins de 50 rhinocéros étaient tués chaque année en Afrique du Sud. Depuis, le nombre d'animaux abattus a grimpé en flèche. En 2013, on en a compté 1000. Et la tendance est à la hausse. Récemment, l'administration du parc a pris des mesures draconiennes. Elle a décidé d'évacuer les rhinocéros pour les mettre en sécurité loin de la frontière avec le Mozambique. Des espaces protégés privés, comme la réserve naturelle de Magnéléti, forment une zone tampon entre le parc Kruger et les villages environnants. L'hôte Schultz est le gérant d'un camp de brousse. C'est l'escalade. Les chiffres augmentent de 50 à 70% d'un mois sur l'autre. Les rhinocéros tombent comme des mouches et nous n'arrivons pas à endiguer le problème. C'est une guerre que nous sommes en train de perdre. Voilà ce que c'est. Magnéléti n'est pas non plus épargné. Les braconniers sont souvent des habitants des villages alentours. Nous ne tardons pas à découvrir le cadavre d'une femelle rhinocéros. C'était des amateurs. Ils ont endommagé la corne. Vous voyez où ils ont tranché? Les professionnels font ça plus proprement. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils entaillent si profond que ça empêche le rhinocéros de respirer. Généralement, il est encore vivant quand il lui arrache la corne. Alors, il meurt étouffé. C'est affreux. Une clôture électrique entoure la zone protégée, mais elle n'empêche pas les braconniers de s'y introduire. Vous voyez ces traces? Les braconniers sont sortis par ici. On peut voir où ils ont posé les pieds. Le métier de ranger est devenu dangereux. Il y a 2 semaines, Sam a dû tirer sur un braconnier. Nous avions repéré une brèche dans la clôture lors d'une patrouille, vers 16 heures. Nous avons organisé une embuscade. Je suis resté ici. 2 hommes se sont postés là, d'autres plus bas sur la route, et d'autres encore là-bas. Les braconniers sont repassés, ils n'avaient rien trouvé. Et au moment de sortir, l'un d'eux a vérifié si la clôture était électrifiée. Et c'est à ce moment-là que je l'ai eu. Celui que j'ai abattu, c'était le chef de la bande. Il connaissait bien le coin parce qu'il vient régulièrement tuer des rhinocéros. J'avais neutralisé un gros poisson. Quand nous lui demandons s'il se sent coupable d'avoir tué le braconnier, Sam rigole. Pourquoi voudriez-vous que je regrette d'avoir abattu quelqu'un qui vient tuer nos animaux? Non, 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 je n'ai aucun remords. Si nous n'avons plus d'animaux, les Américains ne viendront plus. Et sans les Américains, nous n'aurons plus d'argent ni de travail. Et sans argent ni travail, nous n'aurons plus de quoi nous nourrir. Les braconniers se fichent éperdument du sort des rhinocéros. Vivants, ils ne servent à rien. Ils ne prennent pas plaisir à les observer et n'en tirent aucun profit. Bref, ils n'en voient pas l'utilité. Pour eux, ce sont juste des animaux, des bêtes qui amusent les Blancs. Par contre, avec leurs cornes, ils peuvent acheter des téléphones portables, des voitures, des cadeaux pour leurs petits amis. C'est ça qui compte à leurs yeux. Nous voulons en savoir plus sur les dessous du braconnage. Johannesburg. Julian Rademeyer est journaliste. Il enquête depuis des années sur le trafic des cornes de rhinocéros. Depuis 2003, on observe une augmentation soudaine. Et toutes les pistes semblent converger vers le Vietnam. L'Afrique du Sud est l'un des rares pays où la chasse aux trophées est autorisée. On a vu apparaître des noms vietnamiens sur la liste des chasseurs. Au début, le phénomène semblait marginal. Et puis en 2008-2009, leur nombre a commencé à grimper en flèche. Au point qu'en 2009-2010, la majorité des chasseurs de trophées étaient vietnamiens.
Des dizaines et bientôt des centaines de cornes de rhinocéros ont ainsi quitté l'Afrique du Sud pour le Vietnam. Une fois là-bas, elles disparaissaient. Elles n'étaient jamais déclarées à la douane. Il y a 2 ans, l'État vietnamien a fait mener une enquête sur quelques-uns de ces soi-disant chasseurs de trophées. Très peu d'entre eux avaient encore les cornes qu'ils avaient rapportées d'Afrique du Sud. En fait, leur seul but en allant là-bas était de mettre la main sur le plus de cornes possible. Hanoï, la capitale du Vietnam. Après des décennies d'isolement, le Vietnam a récemment ouvert ses portes au monde. Depuis, l'économie est florissante et la population augmente. Depuis quelques années, le Vietnam est l'épicentre du commerce illégal de cornes de rhinocéros. En médecine traditionnelle chinoise, la corne est utilisée contre la fièvre, l'hypertension ou encore l'insomnie. Beaucoup de Vietnamiens la considèrent comme un remède miracle. De plus en plus de gens sont malades du cancer. Et il paraît que la corne de rhinocéros peut aider à le guérir. Alors forcément, beaucoup de gens en réclament. Et ils sont prêts à payer le prix fort. Une légende s'est répandue à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Un général, ou selon les versions, un grand homme politique, on parle parfois d'un ancien Premier ministre, aurait guéri du cancer grâce à de la corne de rhinocéros. Do Hoang est un journaliste vietnamien de renom et l'un des meilleurs connaisseurs du trafic de cornes de rhinocéros au Vietnam. Beaucoup de gens essaient de se procurer de la corne de rhinocéros pour sauver leur propre vie ou celle d'un proche, quitte à payer un prix exorbitant. Si mes informations sont bonnes, le coût actuel d'une corne de rhinocéros au Vietnam est de 50 à 60 000 $, soit 3 à 4 fois le prix de la voiture qui est garée là-bas. Il y a aussi des riches qui en achètent pour les offrir ou qui les gardent chez eux. Ils croient que ça peut guérir certaines maladies ou désintoxiquer le corps quand on a trop bu, ou encore améliorer la santé de façon générale. Ça leur permet aussi d'étaler leurs richesses. Hoang nous promet de nous aider à rencontrer un consommateur. Au bout de quelques jours, son contact accepte de répondre à nos questions. Hoai s'est constitué un petit patrimoine en travaillant dans les télécommunications. Il prétend avoir hérité ce morceau de corne de son père, car si vendre ou acheter de la corne est illégal au Vietnam, en posséder ne l'est pas. Ce morceau pèse 50 grammes. Le prix que ça représente ici au Vietnam? Je n'en achète pas régulièrement, alors je fais juste une supposition. Ce morceau doit valoir probablement dans les 3 ou 4 000 $. Hoai admet utiliser ce morceau de corne lui-même et en faire profiter ses proches. C'est bon pour les gens qui sont fatigués, ou les enfants qui tombent malades, ou les personnes âgées qui se sentent faibles. Ça désintoxique quand on se sent épuisé par l'âge ou par une maladie. Et ça vous redonne du tonus. Après, chaque personne réagit différemment. Le père de Hoai est mort du cancer. Sa famille était persuadée qu'en prenant de la corne de rhinocéros, il pourrait lutter plus longtemps. Mon père buvait à peu près cette quantité-là par jour. En combinant médecine occidentale et médecine orientale, il a tenu 1 an et demi. La corne de rhinocéros est faite de kératine, la substance dont sont composés nos propres ongles, et que l'on trouve aussi dans les cheveux. De nombreuses études ont démontré qu'elle n'avait strictement aucune vertu thérapeutique. Depuis 30 ans, le commerce des cornes est interdit à l'échelle planétaire, mais le marché noir va bon train. Alors, comment les consommateurs se procurent-ils cette précieuse substance? Nous envoyons une enquêteuse avertie en mission, munie d'une caméra cachée. Elle se fera passer pour une riche femme d'affaires. Elle commence son enquête dans la rue des pharmacies, à Hanoï, où l'on vendait encore récemment de la corne tout à fait ouvertement. C'était plus facile avant. Aujourd'hui, c'est compliqué. Nous n'avons plus de fournisseurs et ça se vend au même prix que l'or. Les propriétaires des officines se méfient. Sous la pression internationale, les autorités punissent plus sévèrement les trafiquants. Notre enquêteuse tente sa chance dans le magasin suivant. Le propriétaire dit qu'il peut éventuellement lui procurer de la corne venant de Singapour.
notre prétendue acheteuse poursuit son chemin. Un peu plus loin, elle finit par faire bonne pioche. Là, nous entrons dans un magasin et le propriétaire nous dit « Un type vient assez régulièrement nous livrer de la corne. » Je lui demande « Pouvez-vous nous arranger un rendez-vous avec lui ? Nous aimerions savoir s'il en a en ce moment. » 3 jours plus tard, le commerçant appelle. Notre enquêteuse est priée de se présenter au magasin. On lui demande d'attendre dehors. Elle est manifestement observée. Le contrebandier arrive enfin. Nous le rejoignons dans l'arrière-boutique. Il a apporté de la corne, 2 morceaux. Il nous explique qu'il la teinte pour passer la frontière. Teindre la corne pour lui donner l'aspect du bois est une méthode couramment employée par les contrebandiers. À eux deux, les morceaux pèsent presque 500 grammes. Leur valeur sur le marché noir, environ 25 000 $. Convaincu d'être face à une acheteuse sérieuse, le trafiquant montre son catalogue. Ivoire, os de tigre, cornes. Il y en a pour plusieurs millions de dollars. Je pense que ce commerçant fait partie d'un immense réseau. Ces marchandises coûtent un prix fou sur le marché actuellement. Il a pris un risque énorme en apportant tout ça pour nous le montrer. Il doit donc jouer un rôle important au sein du groupe et il y a des chances pour que ce groupe ait des liens directs avec les réseaux de contrebande d'Asie et d'Afrique. À 50 000 $ le kilo, on pourrait croire que la corne est un produit de luxe réservé à quelques privilégiés. Pourtant, au fil de ses recherches, notre enquêteuse est tombée sur une commerçante dont la mère avait acheté un morceau de corne qu'elle souhaitait maintenant revendre. Elle m'a expliqué que sa mère avait été invitée à une soirée. Pour y participer, tous les convives devaient donner à l'avance quelque chose comme 2 000 $. Ensuite, quelqu'un se chargeait de trouver de la corne de rhinocéros. Quand c'était chose faite, tous les participants étaient réunis et la corne était coupée en morceaux et distribuée entre les invités en fonction de leur contribution. Ce système permet aux citoyens lambda de se procurer de la corne de rhinocéros. Les braconniers sévissent sur tout le continent africain. Même si beaucoup se font tuer par les rangers, il en vient toujours de nouveau. Nous sommes en compagnie d'une unité spéciale de rangers, baptisée 9-1, comme son numéro d'appel d'urgence. Nous nous trouvons dans un territoire reculé du nord du Kenya, rongé par les conflits ethniques, les sécheresses et le braconnage. L'un de ses gardes-chasse était lui-même braconnier par le passé. Il avoue avoir tué 150 éléphants avant de changer de bord il y a 2 ans. Nous nous retrouvions dans la brousse, dans un lieu secret. Personne ne devait être au courant. Même pas nos frères et sœurs, ni nos femmes. Lotchuk Lotak était le chef de la bande. C'était son rôle de tuer les éléphants. Les autres l'aidaient à les amputer de leur défense. Au début, je tuais tous les éléphants systématiquement, même quand leur défense ne pesait que 2 kilos. Je n'étais pas encore très expérimenté. Par la suite, j'ai appris à chercher spécifiquement les mâles. Et quand je n'en trouvais pas, alors je cherchais les femelles âgées, qui ont de plus lourdes défenses. Il ne connaissait pas l'identité de ses clients, mais au prix auquel on lui achetait sa marchandise, ça lui était égal. Quand j'ai commencé, je gagnais 1000 à 2000 shillings kenyans par kilo. Juste avant d'arrêter, j'en gagnais 15 000. 15 000 shillings kenyans équivalent à environ 160 $ américains. Depuis, le prix a encore au moins doublé. Les braconniers ne touchent certes qu'une fraction du prix du marché, mais ça reste très lucratif. Surtout si l'on considère que le revenu moyen au Kenya est de 150 $ par an dans les zones rurales. Tant que le prix de l'ivoire continuera d'augmenter, la tentation de tuer des éléphants restera forte, surtout pour les gens des zones rurales. Les braconniers comme Lotchuk Lotak n'ont pas de mal à trouver des acheteurs.
Grâce à la mondialisation, aux investissements dans les voies de communication et les infrastructures, les régions autrefois reculées d'Afrique sont désormais plus faciles d'accès. Des Chinois viennent construire des routes et des ponts en Afrique et repartent avec une défense d'éléphant, disons, de 3 kilos. Ça leur coûte dans les $100. Et en Chine, ils savent que ça vaudra quelque chose comme $6 000. Et s'ils attendent encore 2 ans pour la vendre, son prix montera peut-être à $12 000. La route qui relie Nairobi à Mombasa est l'un des principaux axes routiers d'Afrique de l'Est et l'une des plus importantes voies de transit pour les marchandises de contrebande. Voilà longtemps que braconniers et contrebandiers n'agissent plus pour leur propre compte. Le commerce illégal d'animaux sauvages a été pris en main par le crime organisé qui a vu dans ce trafic la possibilité de réaliser d'énormes bénéfices. 2500 containers quittent chaque jour le port de Mombasa. On estime que près d'1 container sur 5 contient des produits animaux interdits. En 2011, plus de 50 tonnes d'ivoire ont été saisies dans le monde. Et ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Selon Interpol, la quantité totale de produits passés en contrebande est 10 fois plus élevée. Plus de la moitié de l'ivoire de contrebande est destiné à la Chine. Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Empire du Milieu a connu un essor économique sans précédent au cours des 2 dernières décennies. Canton est la grande ville du boom économique dans le sud de la Chine. Métropole de 12 millions d'habitants, elle compte plus de millionnaires et de multimillionnaires que toutes les autres villes du pays. Depuis toujours, Canton est le grand centre du commerce et du travail de l'ivoire. En réponse à la crise financière mondiale, beaucoup de nouveaux riches se sont mis à investir non plus dans l'immobilier ou les actions, mais dans les biens traditionnels. L'ivoire et la corne de rhinocéros sont devenus des placements très prisés. Au terme de plusieurs mois de recherche, nous finissons par rencontrer un acheteur. Frank Hang administre la collection d'un riche investisseur qui place son argent dans l'art et les produits précieux d'origine animale. C'est une pièce ancienne sculptée par de grands maîtres pékinois. Le lotus est un symbole de pureté pour les bouddhistes, car il pousse dans la vase et émerge de l'eau tout à fait propre. Cette collection vaut plusieurs millions de dollars. Nous demandons à Frank s'il s'inquiète un tant soit peu du sort des animaux. Ça a toujours été comme ça. Le chef de la tribu doit montrer à ses rivaux qu'il est le plus fort. Pourquoi les hommes veulent-ils épouser une belle femme plutôt qu'une femme laide? Là encore parce que c'est un trophée. Les hommes ont toujours aimé chasser des animaux dangereux. Personne n'est fier de tuer un poulet. Nous avons beaucoup de chance que nos ancêtres aient fait tout ce chemin. Nous sommes les vainqueurs de l'évolution et les vainqueurs peuvent prendre ce qu'ils veulent. Nous avons donc le droit d'être injustes envers les animaux. Si le raisonnement de Frank Hang est assez déroutant, ce qu'il fait n'est en rien illégal. Certes, le gouvernement chinois contrôle le commerce de l'ivoire, mais rien n'interdit d'acheter les objets en ivoire à partir du moment où ils sont dotés d'un certificat attestant leur origine légale. Le gouvernement contrôle aussi l'industrie de l'ivoire. Chaque année, il vend 5 tonnes de l'ivoire qu'il a en réserve aux 37 ateliers de sculpture du pays. Pan Shuju a 78 ans. C'est le sculpteur en chef de la manufacture de Daijin. Les Chinois ont toujours adoré l'ivoire. C'est un matériau d'une couleur magnifique, douce et pleine, absolument unique. Pan Shuju sculpte l'ivoire depuis plus de 60 ans. Si on interdisait complètement l'ivoire,
Et les œuvres en ivoire, notre art millénaire en souffrirait grandement. Il se perdrait. Je trouverais ça vraiment dommage. Il existe déjà une interdiction internationale du commerce de l'ivoire, et ce depuis 1989. Celle-ci a été imposée suite à des décennies de braconnage et a eu des effets immédiats. Suite à cette interdiction, le prix de l'ivoire a chuté. Il est passé de $200 le kilo à environ $50, et le braconnage a presque disparu en Afrique. Les populations d'éléphants avaient alors pu se reconstituer. Mais après des années de lobbying, l'ONU a autorisé le Japon, puis la Chine, à acheter à nouveau de l'ivoire à divers États africains. 150 tonnes d'ivoire à l'état brut ont alors inondé le marché. L'industrie chinoise de l'ivoire s'est remise à prospérer, tout en se métamorphosant. Avant, il fallait des années à plusieurs sculpteurs chevronnés pour réaliser une sculpture vraiment élaborée. Aujourd'hui, les ateliers de sculpture utilisent des instruments électriques, des fraises de dentiste. Cette modernisation de l'art de la sculpture sur ivoire en fait une véritable industrie et va décimer les éléphants. En effet, la demande en ivoire ne peut plus être couverte avec les 5 tonnes concédées chaque année par l'État. Si cet ivoire est équitablement réparti entre les 37 ateliers, chacun en reçoit donc quelques centaines de kilos. Or, si vous regardez la taille des objets et les effectifs de chacun de ces ateliers, vous comprendrez qu'ils ont forcément recours à de l'ivoire illégal et en grande quantité. Nous envoyons à nouveau notre enquêteuse sur le terrain. Cette fois, elle a pour mission de trouver un sculpteur sur ivoire qui accepte de lui dévoiler ses sources. Elle se rend dans un centre commercial de Canton connu pour ses boutiques d'objets en ivoire. Notre enquêteuse prétend chercher un sculpteur pour réaliser une œuvre dans un précieux morceau d'ivoire. Après des semaines de recherche, elle décroche enfin un rendez-vous. Le sculpteur a appris son métier auprès d'un maître de Hong Kong. Aujourd'hui, il a son propre atelier et emploie 20 apprentis. Son entreprise a le feu vert de l'État. L'enquêteuse gagne la confiance de l'artisan. Il finit par lui avouer qu'il reproduit des objets antiques. Nous n'avons pas d'objets anciens, mais nous avons du matériel moderne qui nous permet de donner un aspect antique à nos œuvres. Sur le marché des antiquités, 8 pièces sur 9 sont des faux. Seule une toute petite partie des objets d'antiquité sont réellement anciens. Le sculpteur explique à l'enquêteuse qu'il est en contact avec des trafiquants d'ivoire de la province de Fujian. Ces gens introduisent des défenses en Chine. Il leur arrive de se faire contrôler, mais généralement, ils réussissent à les faire passer en les cachant dans des cargaisons de bois ou autres. L'enquêteuse évoque la pièce qu'elle prétend vouloir faire sculpter. On investit de plus en plus dans l'ivoire. Depuis que je travaille dans ce secteur, la valeur de nos œuvres a nettement augmenté. On estime que 90% de l'ivoire vendu en Chine est illégal, le commerce légal procurant une parfaite couverture. La Chine autorise la vente de 5 tonnes d'ivoire par an. Or, le gouvernement estime la demande à 200 tonnes par an. Elle ne peut donc absolument pas être couverte. Cette situation est très déconcertante pour les consommateurs. Personne ne sait ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Et ce qu'on a découvert, c'est que les trafiquants se servent du commerce légal pour blanchir l'ivoire illégal. Une unité spéciale de la police chinoise est affectée à la poursuite des trafiquants d'ivoire. Nous obtenons le privilège rare d'accompagner un groupe de policiers lors d'une descente sur un marché de Pékin. De nombreux produits prélevés sur les animaux sauvages sont vendus sur ce marché. Tout ça, c'est en ivoire de mammouth. Le marchand prétend vendre des objets taillés dans des défenses de mammouth millénaires. L'ivoire de mammouth est légal en Chine. Il montre ses certificats
Mais les policiers ne le croient pas. Ils confisquent ses marchandises et l'arrêtent. Il s'avérera plus tard que le vendeur disait la vérité. Cette marchande aussi dit vendre de l'ivoire de mammouth, mais la texture des objets prouve le contraire. La loi est très difficile à faire respecter. Les policiers et les douaniers se plaignent qu'avec le système actuel, il est très difficile de distinguer ce qui est légal de ce qui ne l'est pas. Les policiers arrêtent la marchande. Si leur soupçon s'avère fondé, elle est passible de 5 à 10 ans de prison. Les objets en ivoire vendus dans les magasins ne représentent qu'une fraction de la quantité totale d'ivoire brut introduite frauduleusement en Chine, semaine après semaine. Qu'advient-il du reste? Mystère. Si des dizaines et des dizaines de tonnes de défense sont introduites en Chine, qu'est-ce qu'elles deviennent? Toutes ces défenses doivent bien atterrir quelque part, en Chine ou dans des pays limitrophes. Elles sont probablement stockées pour être ressorties quand elles vaudront une fortune. Ce qui se passe, c'est que les gens misent sur l'extinction des éléphants d'Afrique. Pour eux, c'est faire un excellent placement que d'acheter des défenses ou des cornes, car les éléphants et les rhinocéros vont se faire de plus en plus rares, si bien que leur placement va prendre beaucoup de valeur. Les éléphants et les rhinocéros sont les pions impuissants d'un jeu mortel dont les règles impitoyables sont dictées par le marché. Les principaux acteurs de ce réseau sont des cartels criminels bien organisés qui ont les moyens logistiques et financiers d'acheminer des tonnes de marchandises de contrebande à travers le globe. Certains réseaux sont spécialisés dans ce trafic. Mais il y a aussi d'autres organisations criminelles bien établies qui se tournent vers cette activité parce qu'elle est devenue très lucrative. Le trafic d'animaux sauvages est aujourd'hui le 3e négoce illégal le plus lucratif au niveau mondial, après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à 20 milliards de dollars. C'est très tentant de faire de la contrebande d'animaux sauvages, car les risques de se faire prendre sont assez réduits. Et si jamais on se fait prendre, dans beaucoup de pays, les sanctions ne sont pas excessivement sévères. Et en termes de profit, c'est souvent encore plus rentable que de vendre de la cocaïne ou de l'héroïne. Le trafic d'animaux n'en est que plus intéressant pour les milices et les groupes rebelles. En Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, est financée en partie par le braconnage des éléphants. La milice somalienne Al-Shabaab est également impliquée dans la contrebande de défense d'éléphants. Elle sévit surtout au Kenya. Al-Shabaab joue un rôle indéniable dans le commerce de l'ivoire. On sait avec certitude que la milice taxe l'ivoire qui entre en Somalie pour être ensuite acheminé vers les ports de Mogadiscio, Kismayo ou Baraoué. En 2013, 4 membres d'Al-Shabaab ont attaqué le Westgate Mall, un centre commercial de Nairobi. Bilan de l'opération, 67 morts. On pense que la milice terroriste finance près de la moitié de ses activités grâce au trafic d'ivoire. Si je suis un rebelle, un terroriste d'Afrique de l'Est ou d'Afrique centrale, et que j'ai besoin d'argent pour acheter des kalachnikovs, qu'est-ce que je fais? Je regarde autour de moi et tôt ou tard, j'aperçois cette énorme créature aux grandes oreilles grises, avec ses 2 grands machins blancs qui pointent vers l'avant, et pour lesquels des gens en Asie sont prêts à payer une fortune. Les réseaux mafieux, groupes terroristes et autres milices rebelles ne sont pas les seuls à se faire des milliards en trempant dans la contrebande d'animaux sauvages. Le Kenya est le 4e pays le plus corrompu de la planète. Un container rempli d'ivoire
ne peut pas passer la frontière entre le Kenya et l'Ouganda, emprunter les autoroutes kenyanes et rejoindre le port de Mombasa pour être chargé sur un bateau à destination de la Chine sans qu'il y ait corruption à tous les niveaux. Les gens qui sont à la tête de ces cartels au Kenya sont extrêmement bien connectés. Ils ont des contacts au sein du monde politique, économique, dans la police, peut-être aussi au sein des autorités douanières et portuaires. Ils sont donc probablement impliqués dans beaucoup d'autres trafics encore, pas seulement le trafic d'ivoire. Et tous ces contacts les protègent. Aucun des grands patrons de ces réseaux de contrebande n'a pu être condamné jusqu'à présent. On attrape le menu fretin, pas les gros poissons, parce qu'on ne prend pas le temps de les identifier. Quand on pense au nombre d'agences, d'unités de police, de brigades spéciales qui passent leur journée à combattre le trafic de drogue dans le monde entier, il doit y en avoir des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers. Et combien d'agents sont affectés à la lutte contre les trafiquants d'animaux sauvages? Très très peu. On ne peut pas démanteler les réseaux internationaux. Même les agences internationales comme Interpol ou CITES n'ont pas le pouvoir de s'attaquer à eux. Interpol dépend de la police locale dans chacun des pays où il mène une enquête. Et bien souvent, les efforts qui sont faits pour arrêter les grands barons mafieux dans des endroits comme le Vietnam sont réduits à néant à cause de fuites dans la police. Le journaliste Julian Rademeyer a réussi là où des organismes comme Interpol ont échoué jusque-là. Il a démasqué un important réseau. Il nous montre cette vidéo filmée par Chumlong Lemtongthai, un Thaïlandais qui organisait de prétendues chasses aux trophées. On a identifié des organisations criminelles avec des contacts au Laos. Ils recrutaient des gens pour participer à des chasses. Un éleveur de gibier sud-africain leur a fourni du matériel. Et ils ont fait la tournée des bordels et des clubs de striptease de Johannesburg et de Pretoria pour recruter des jeunes femmes asiatiques qu'on avait fait venir en Afrique du Sud pour travailler comme prostituées. C'est comme ça qu'un grand nombre de Thaïlandaises et de Vietnamiennes se sont retrouvées à tuer des rhinocéros. Lemtongthai a été condamné à 30 ans de prison en Afrique du Sud. Il travaillait pour un réseau international de contrebande. Il était le bras droit d'un certain Vishay Kesovang, surnommé Kingpin. Le département d'État américain a offert une récompense d'1 million de dollars pour toute information permettant son arrestation. Mais il continue à gérer ses affaires et est totalement intouchable. Le gouvernement laotien le protège. Personne ne peut l'inquiéter. En Afrique du Sud, un groupe influent propose de lutter contre le braconnage galopant grâce à une méthode aussi audacieuse que controversée, la légalisation du commerce des cornes. Cette propriété appartient à l'un des plus importants éleveurs de rhinocéros du pays. John Hume a construit sa fortune dans l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, il possède un élevage de plus de 1000 rhinocéros. C'est l'un des grands défenseurs de la légalisation du commerce de cornes. Pour protéger son troupeau, il emploie une véritable armée de rangers. Il refuse de nous donner des précisions sur leur force de frappe. Mais les braconniers ne se laissent manifestement pas intimider. C'était une jeune femelle pleine qui avait encore beaucoup d'années à vivre. Quand on perd une femelle adulte comme celle-ci, c'est une catastrophe pour l'espèce, à terme. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Mais c'est ce que la politique actuelle engendre. Les défenseurs des animaux, qui rejettent l'idée de la légalisation du commerce de cornes, sont les adversaires déclarés de l'éleveur. Ils feraient aussi bien d'appuyer sur la gâchette eux-mêmes. Les opposants à la légalisation nous empêchent de lutter efficacement contre le braconnage. Ils sont donc aussi coupables que les braconniers. Ce sont eux qui tuent mes rhinocéros. Les rhinocéros de John Hume peuvent vaquer librement à l'intérieur d'un immense périmètre. Ils sont suivis médicalement et on leur donne des suppléments de nourriture pour de meilleurs résultats de reproduction. Bien qu'il ne nie pas espérer gagner un jour de l'argent avec les cornes, John Hume ne se considère pas seulement comme un homme d'affaires. Il se voit aussi comme un défenseur des animaux. Malheureusement, les gens pensent que je ne fais ça que pour l'argent.
Or, pour l'heure, mon élevage ne me rapporte pas d'argent. Et même s'il venait à m'en rapporter à l'avenir, grâce à la vente des cornes, ce serait une bonne chose pour les rhinocéros, car ça inciterait des centaines de personnes à se lancer dans l'élevage. Pour protéger ces bêtes, John Hume leur fait régulièrement couper les cornes et les conserve dans un coffre-fort hautement sécurisé. La légalisation du commerce des cornes ne mettra pas fin au braconnage du jour au lendemain. Mais pour le moment, les portes sont fermées. Nous avons dit aux gens qui souhaitaient acheter de la corne, que ce soit des organisations mafieuses ou de simples consommateurs, « Nous ne vous vendrons rien, passez votre chemin. » Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire des affaires avec les braconniers. Si on légalise la vente, ce sera différent. On pourra au moins rivaliser avec les contrebandiers. Donc, selon moi, c'est idiot d'interdire le commerce. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis à l'époque de la Prohibition. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'enrichir les gens qui vendaient de l'alcool de contrebande. Pour le reste, ça n'a servi à rien. Divers personnages influents d'Afrique du Sud partagent l'avis de John Hume, mais la plupart des experts estiment que l'expérience est trop risquée. Il y a 1,3 milliard de Chinois. 10% d'entre eux font maintenant partie de la classe moyenne. 100 millions de personnes veulent de la corne de rhinocéros. Comment voulez-vous répondre à cette demande ? On ne pourra jamais élever suffisamment de rhinocéros pour produire toute cette corne. Jamais de la vie. Ils rêvent complètement s'ils croient pouvoir mettre fin au braconnage de cette façon. On a déjà fait cette expérience et elle a échoué. Pourquoi prendre un tel risque avec un animal qui est à deux doigts de disparaître? Pourquoi? Pour permettre à une poignée de personnes de s'enrichir? Ça n'a aucun sens. Inonder le marché de cornes et d'ivoire en toute légalité n'est pas une option envisageable pour la plupart des défenseurs des animaux. Eux misent plutôt sur les campagnes d'information. Si les consommateurs prennent conscience de ce qu'ils font, ils n'achèteront plus, et sans acheteurs, pas de commerce ni de braconnage. Quelques célébrités chinoises, telles que l'acteur Jackie Chan, tentent d'influencer leurs concitoyens. En achetant de la corne de rhinocéros, vous payez non seulement pour la corne, mais aussi pour les armes, munitions, flèches empoisonnées, tronçonneuses, les haches et les machettes qui servent à fendre le crâne des rhinocéros. Vous financez la mort de magnifiques créatures. Alors s'il vous plaît, dites à votre entourage de ne jamais acheter de cornes de rhinocéros. Plus d'achats, plus de massacres. Il y a des gens qui ont un objectif purement commercial et sont prêts à investir activement dans l'extinction des espèces, car ça augmente la valeur des produits qu'ils achètent. Mais il y a aussi des gens qui achètent ces produits par ignorance. Ils doivent comprendre qu'en les achetant, ils encouragent le braconnage. Je pense que la majorité des consommateurs ne se rendent pas compte que leurs achats favorisent le massacre des animaux. Il faut leur faire prendre conscience du fait qu'acheter de l'ivoire, c'est mal. Les sociétés chinoises de protection des animaux s'efforcent de faire comprendre à la population que pour récupérer l'ivoire de leur défense, on tue des éléphants. Les Chinois utilisent le même mot pour défense et pour dents, si bien que beaucoup d'entre eux pensent que les défenses tombent naturellement. Nous ne pouvons pas changer les choses en Chine, mais les Chinois le peuvent s'ils sont suffisamment informés. Il est important d'informer les consommateurs des conséquences de leurs actes. Mais la prise de conscience prend du temps et on en manque. C'est pourquoi, étant donné l'imminence de l'extinction des éléphants, la majorité des organismes de protection de la nature ne voient qu'une solution, l'interdiction immédiate du commerce de l'ivoire sous toutes ses formes, pour envoyer un message clair aux acheteurs. Nous avons demandé à des personnes ayant déjà acheté de l'ivoire par le passé ce qui les dissuaderait d'en acheter à l'avenir. 60% d'entre elles ont répondu « Une interdiction gouvernementale qui rendrait l'achat de l'ivoire illégal en toutes circonstances ».
Des campagnes entamées il y a plusieurs années commencent à porter leurs fruits. Certains pays, dont les États-Unis, ont détruit leur stock de défense d'éléphants dans le but de décourager le commerce illégal. Même Hong Kong et la Chine ont détruit une partie de leur stock. La destruction des défenses envoie un message clair, à savoir qu'acheter de l'ivoire est immoral. C'est quelque chose qu'il faut vraiment arriver à faire comprendre aux consommateurs du monde entier. Il y a des choses que l'argent ne devrait pas pouvoir acheter. Sans cette prise de conscience de la part des acheteurs, les éléphants et les rhinocéros n'ont aucune chance de survivre. Mais la prise de conscience doit aussi se faire à un autre niveau, chez les habitants des territoires où ont lieu les massacres. De nombreux braconniers viennent en effet des villages proches des zones protégées. L'État n'incite pas suffisamment les communautés qui vivent à proximité de ces animaux sauvages à les protéger. Lord Schultz est convaincu que seuls les habitants des zones concernées peuvent protéger efficacement les animaux. Pour l'instant, la protection des animaux est perçue comme une lubie des Blancs. En vérité, il n'y a qu'une façon de régler le problème. Mettre les communautés de notre côté, car croyez-moi, personne n'entre incognito dans ces villages situés, comme on dit, sur la ligne de front. Pas un véhicule ne peut rouler dans les rues de ces villages sans être immédiatement repéré. Les communautés autochtones pourraient jouer un rôle important dans la protection des animaux. C'est là-dessus que mise le Northern Rangeland Trust, une association créée dans le nord du Kenya. Son idée est de faire profiter les populations locales de la protection des animaux afin qu'elles trouvent un plus grand intérêt à défendre les animaux qu'à les tuer. L'équipe 9-1 participe de ce projet. Elle rassemble 12 rangers issus de différentes tribus et qui ont donc la confiance des divers groupes ethniques. Dans la plupart des villages, les rangers ont des contacts qui les informent immédiatement de toute opération suspecte. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de braconnage dans la région, c'est vrai. Mais maintenant, c'est fini. Désormais, on vit en harmonie avec les animaux. Les choses ont changé depuis qu'on a créé l'équipe 9-1 et défini des zones protégées. Grâce à l'argent qu'on nous verse, nos enfants peuvent maintenant aller à l'école. Le concept de community conservation, protection par les communautés, a changé la donne dans ce territoire du nord du Kenya. Ces dernières années, le braconnage a diminué de près d'un tiers. Les habitants savent que protéger les animaux favorise le tourisme et donc les rentrées d'argent. C'est sous l'influence de sa communauté que l'ancien braconnier Lotchuk Lotak a décidé de mettre un terme à ses activités illégales. J'ai arrêté quand j'ai remarqué que tout le monde nous méprisait, y compris nos familles. Tout le monde nous rejetait. On était des hors-la-loi et on vivait toujours dans la peur de se faire arrêter. Ce n'était pas une vie. Toujours sur le qui-vive. Alors j'ai préféré arrêter avant de me faire tuer. Le concept de zone protégée par les communautés autochtones fait son chemin et gagne tout doucement d'autres pays d'Afrique. C'est une première lueur d'espoir. Aujourd'hui, on rencontre encore un certain nombre d'éléphants et de rhinocéros dans les steppes africaines, mais ils disparaissent à vue d'œil. Les braconniers arrêteront de tuer des rhinocéros le jour où il n'en restera plus un seul, ou quand il leur sera devenu tellement difficile de pénétrer dans ces territoires qu'ils ne pourront tout simplement plus se livrer à leur tuerie. Et c'est précisément ce qu'il faut viser. Depuis longtemps, l'extinction n'est plus une triste conséquence du braconnage, c'est le but même du braconnage. Si nous ne nous attaquons pas à la racine du problème, nous aurons perdu tous nos rhinocéros et presque tous nos éléphants sauvages d'ici 10 ans. Le braconnage et le trafic d'animaux doivent être traités comme ce qu'ils sont,
des crimes internationaux. Si on perd ces animaux, on perd une partie de notre humanité. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants et à nos petits-enfants? Une nature tellement appauvrie. Si on ne prend pas les choses en main maintenant, on va dilapider tout leur héritage. Seule une interdiction absolue et inconditionnelle du commerce d'animaux en voie de disparition laissera aux éléphants et aux rhinocéros une chance de survivre. Le monde a le choix. C'est soit les éléphants, soit l'ivoire. On ne peut pas avoir les deux.